Dans notre société, c'est très criant, l'avortement clandestin. Et quels sont les risques qu'encourt une jeune fille qui fait recours à l'avortement clandestin? Il ne faudra pas oublier que cet avortement clandestin est très grave, avec beaucoup de risques, beaucoup plus du côté médical. On peut observer par exemple un saignement abondant qui peut conduire à un choc hypovolémique, voire même à la mort. Oui. Bienvenue dans Café Repro d'aujourd'hui. À la présentation, je suis Ansima Chimeneza Grace et nous sommes dans le podcast de Repro Justice Congo qui parle de questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits de la femme et aux violences basées sur le genre. Aujourd'hui, je suis heureuse de présenter les sujets sur lesquels nous allons traiter. L'avortement sécurisé à l'épreuve du terrain, entre ce que prévoit la loi et les obstacles que rencontrent les jeunes filles sur les terrains. Et afin de bien analyser notre sujet d'aujourd'hui, nous avons notre intervenante. Bienvenue, madame. Merci pour l'invitation. Je me nomme Anaëlle Mouliwavio. Je suis médecin clinicienne. Merci beaucoup, docteur Anaëlle. Merci aussi d'avoir accepté de nous accompagner dans ce podcast d'aujourd'hui et dont j'estime on va parler d'un problème qui nous touche en tant que femme et en tant que mère que vous êtes et que je suis appelée à devenir dans notre société. Oui. Mais avant de parler peut-être des obstacles de réalité sur les terrains en matière d'avortement sécurisé, j'aimerais savoir quelles sont les normes et directives prévues en matière d'avortement sécurisé en RDC. Merci beaucoup pour la question. Oui. Alors, en parlant de normes, concernant l'avortement sécurisé en RDC, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le protocole de Maputo, dans lequel, dans son article 14, où on nous parle de droits de la femme sur la santé de la sexualité, ainsi que la santé de la reproduction. Il y a certaines conditions que nous proposent ces protocoles, entre autres les conditions de fond et les conditions de forme. Dans les conditions de fond, nous voyons que ces protocoles nous disent que l'avortement sécurisé est fait en cas d'une grossesse issue d'un viol, une grossesse issue d'une agression sexuelle, mais également de l'inceste. À cela, on ajoute une grossesse qui met en danger la vie mentale ainsi que la vie physique de la mère, mais aussi une grossesse qui met en danger la santé mentale ainsi que la santé physique de la mère. Merci beaucoup. Oui, il y a également les conditions de forme. Alors, dans ces conditions, il est dit que l'avortement sécurisé doit être fait avec un prestataire de santé qui est bien formé et qui est qualifié. Mais également, ça doit se faire dans des normes selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais aussi, ça doit se faire dans des structures qui sont agréées par les institutions provinciales de la santé. Merci. OK. Merci beaucoup, docteur. Si je comprends bien, pour qu'une jeune fille ait accès à un service d'avortement sécurisé en République démocratique du Congo, il faut que sa grossesse soit issue d'un viol. Il faut que la grossesse mette en danger sa santé physique et mentale ou que ça soit ici d'un inceste, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et pour les conditions des formes aussi que vous nous avez données, peut-être qu'il faut encore, à nous, en tant que jeunes filles et membres de la société, aller lire les normes de l'Organisation mondiale de la santé que vous avez citées là maintenant pour en savoir davantage. Mais
vu les normes que vous venez de citer, juridiques prévues pour la jeune femme et son accès à l'avortement sécurisé, quelles sont les réalités? Quelle est la réalité pour cette jeune femme aujourd'hui qui est enceinte et qui veut avoir accès à un service d'avortement sécurisé? Qu'est-ce qu'elle rencontre sur les terrains? Quels sont les obstacles qu'elle rencontre? Merci beaucoup pour la question. Alors, il faudra savoir d'abord que ces femmes, on les accueille pas partout. Il y a certaines structures qui ne sont pas prêtes à les recevoir. OK. Et il faudra savoir également que les prestataires de santé sont déjà au courant de ces protocoles. Oui. Donc, ils savent déjà quoi faire et quoi ne pas faire. Mais le problème qui se pose, c'est que certains prestataires ont du mal à accéder ou du mal à pratiquer cela, peut-être à cause de leur appartenance religieuse, qui ne leur permettent pas. Mais aussi pour ces demandeuses, il y a une certaine stigmatisation au niveau du triage. Le processus devient trop long et cela peut faire à ce qu'elles abandonnent, par exemple, et se disent bon, je connais quelque part où ça ne va pas me prendre beaucoup de temps et ce qui pourra mal tourner peut-être dans le moment qui vient. Oui. Vous avez parlé du défi lié aux croyances du prestataire de soins face à ces services d'avortement sécurisés. Mais que dit la déontologie face à un dilemme comme ça pour un prestataire de soins? Voilà. Par rapport à la déontologie, bon, il y a une autre façon d'aider ces femmes, en fait. Oui. Si tu te sens limité dans ce sens, il y a une façon de référer. C'est aussi une façon d'aider la femme là. Si je trouve que je ne saurais pas, c'est mieux de la référer dans une structure qui saura l'aider dans ce sens. L'aider. Oui. Et c'est là peut-être parce que vous avez aussi évoqué pour les structures. Et personnellement, j'ai été dans un cadre d'échange avec des prestataires de soins. Et une d'entre elles nous a dit clairement que dans leur structure, si une jeune fille vient avec une grossesse et veut avoir des services d'avortement sécurisés, carrément, on ne lui donne pas les services, même si elle remplit les conditions données par la loi. Mais est-ce que cela est permis? Je comprends pour un prestataire de soins dans une structure qui, ça ne marche pas avec ses croyances, mais est-ce que c'est permis de renvoyer une personne malade ou qui a besoin d'être soignée? Parce que dans les conditions, ça met en danger la santé physique ou mentale de la mère. Est-ce que c'est permis, et même dans votre déontologie ou éthique médicale, de renvoyer une patiente? Dans la première question, on a parlé de la grossesse qui met en danger la vie de la maman et ou la vie du fœtus. Dans certains cas, on peut avoir une grossesse, mais le fœtus présente une malformation qui est incompatible avec la vie. Oui. En tant que médecin et mère, si on parvenait à garder cette grossesse et que après je me rends compte que qu'est-ce que je fais pendant mes 9 mois, c'était vraiment ça les résultats. C'est au fait une déception de laisser une dame garder une grossesse qui ne sert à rien. Oui, qui n'est pas viable. Oui. Dans ces cas, en tout cas, moi, personnellement, je peux aider cette femme dans ces sens. Oui. OK. Je comprends. Merci beaucoup. Et je note que le médecin a quand même le devoir de référer une patiente ou, s'il le peut, d'offrir ces services-là à partir du moment où la patiente ou la demandeuse d'un service d'avortement sécurisé entre dans les conditions prévues que vous nous avez partagées.
D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments que vous nous avez partagés. Et il faut admettre quand même que dans notre société, il y a beaucoup de tabous liés à cette question d'avortement sécurisé. Même pas dans le fait d'avoir les services directement, même dans le fait d'en parler. Parce que moi, je pense qu'on peut parler de certaines choses, même quand on n'est pas prêt à les faire. Mais juste être informé et savoir comment ça se passe, savoir comment éviter peut-être. Mais les tabous persistent dans notre société et dans nos familles. Et là, je te pose la question, pas en tant que docteur, mais en tant que femme, en tant que mère, en tant que jeune fille de notre société. Pourquoi ces tabous persistent et que faut-il faire peut-être pour éliminer cela? Merci beaucoup pour la question. Bon, je dirais que ces sujets restent un tabou dans nos familles, dans nos institutions. Tout d'abord, nous sommes africains. On ne doit pas oublier nos morales, on ne doit pas oublier ce qu'on est. Alors, moi ou toi, alors, Oui. je ne sais pas si tu te vois commencer à parler à ta maman du genre « Je suis enceinte, j'aimerais avorter, alors j'aimerais que tu m'assistes ». C'est en fait difficile, c'est encore difficile pour nous. Mais ce qu'il y a, il faudra avoir, pour les mamans d'abord, il faudra avoir le moment de parler de tout avec les enfants, surtout nos filles. Parce qu'on dit souvent que le peuple périt par manque de connaissances. Si on connaît quelque chose, on saura comment se comporter face à cette situation. Exactement. Mais aussi, dans nos institutions, il y a certaines religions qui ne sont pas pour. Exact. Voilà. Toutes les religions, d'ailleurs, je pense. Oui. Oui. Donc, et cela freine quand même la possibilité même d'en parler. Parce que si on interroge dans la société la manière même dont l'avortement clandestin se passe, c'est très grave. Oui. C'est vraiment très grave. Pourtant, il y a beaucoup de possibilités qu'offre l'avortement sécurisé, même avec l'avortement médicamenteux. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités, mais qu'on ne connaît pas en tant que jeune fille. On a peur aussi. Vous savez, il y a le fait, peut-être que les parents se disent, si j'en parle à mes filles directement, elles vont vouloir avoir ces services-là. Mais bon, je ne crois pas que ce soit le cas. Et que, comme vous l'avez dit, on périt par manque de connaissances. Donc, il y a quand même opportunité de pouvoir en parler. Et maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que cela ne favorise pas davantage l'avortement clandestin? Parce que quand même, dans notre société, c'est très criant, l'avortement clandestin. Et quels sont les risques qu'encourt une jeune fille qui fait recours à l'avortement clandestin? Voilà, merci beaucoup pour la question. Bon, je dirais que le fait de considérer ça comme tabou, ça peut être parmi les causes qui font à ce que les femmes fassent recours à l'avortement clandestin. Mais il ne faudra pas oublier que cet avortement clandestin est très grave, avec beaucoup de risques, beaucoup plus du côté médical. On peut observer, par exemple, un saignement abondant qui peut conduire à un choc hypovolémique, voire même à la mort. On a également une perforation utérine, voire même la perforation des organes voisins. Ce qui peut également conduire à ce qu'on appelle la péritonite, qui, une fois n'est pas traitée, ça peut conduire également à la mort. C'est grave. À cela, oui, c'est très grave. À cela, on peut ajouter également des infections sévères. À cela, on peut également ajouter une mauvaise cicatrisation de la paroi utérine. Peut-être on a fait des curettages et que ça a endommagé la paroi utérine. Alors,
la cicatrisation là, qui s'est fait d'une mauvaise façon, qu'on appelle des synéchies, ça peut faire à ce que la femme, à la longue, qu'elle ait de problèmes d'infertilité, des avortements à répétition, voire même de grossesses ectopiques, donc des grossesses qui sont localisées en dehors de l'utérus. Ah non, mais c'est vraiment grave. Vous avez parlé des avortements à répétition. Ça va être provoqué ou non provoqué par la mère? Donc, l'effet qu'il y ait des synéchies, donc le paroi utérin s'écolle au fait. On sait que c'est là à l'intérieur que se développe l'œuf. Alors l'œuf n'aura pas un bon environnement pour son développement. Du coup, ça pourra conduire à des avortements qui sont spontanés en fait. Oh mon Dieu, c'est vraiment grave. C'est très grave. C'est très grave et je pense que c'est même pour ça que c'est important d'informer. C'est très important d'informer parce que beaucoup de pourcentages d'avortements sont quand même, viennent quand même de l'avortement clandestin. Et pour un médecin, par exemple, ce ne sont même pas de médecins, pour le pharmacien, si je dois le dire comme ça, qui exercent ces avortements clandestins-là, ils sont punis en médecine ou par la loi? Oui. Quand on se réfère aux conditions de forme dans le protocole de Maputo, là, on parle de la personne qui est qualifiée, mais aussi ça doit se faire dans les normes selon l'OMS. Donc, selon l'OMS, il est dit que ça doit se faire dans un environnement approprié, avec des instruments qu'il faut, avec des produits qu'il faut. D'accord. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, qu'on est hors la loi, et c'est punissable. En tout cas, c'est punissable. Oui. Et c'est même punissable pour les jeunes filles qui le font. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a des conséquences, et du point de vue médical, et du point de vue juridique. Donc, il faut vraiment faire attention. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations que vous nous donnez. Peut-être pour chuter, j'aimerais qu'en tant que femme, vous nous disiez quelque chose, que vous nous passiez un message et aux jeunes filles, à vos petites sœurs ou aux autres mères comme vous qui nous suivent en ces moments. Merci. Alors, tout d'abord, je vais commencer par nos autorités. J'ai comme impression que toutes nos autorités ne sont pas informées par rapport à ces protocoles. Parce qu'il arrive de fois qu'on observe à des arrestations arbitraires de prestataires de santé. Donc, le prestataire est déjà au courant du protocole, mais le policier du quartier ou alors leurs autorités... l'autorité judiciaire. Ils ne sont pas au courant. Du coup, on vient t'arrêter. Du coup, ça serait mieux de renforcer la sensibilisation dans ce sens. Pour l'hôpital, ça serait mieux de réduire la chaîne interrogatoire. Donc, pour que la femme ait accès à ces services, que le processus ne soit pas long. Parce que quand c'est long, ça les décourage et ça fait à ce qu'elles fassent recours à l'avortement clandestin. Mais aussi, ça serait mieux d'instituer les jeunes dans la sexualité responsable. Parce qu'on doit savoir, toute grossesse non désirée résulte d'un rapport non protégé. Donc, quand on est informé sur tous ces sujets, on saura comment se comporter par rapport à ça. À cela, je peux ajouter, il y a une façon de prévenir au fait la grossesse quand il y a viol, agression sexuelle ou en cas d'inceste. Alors, il y a un programme d'accompagnement post-viol, post-agression. Alors, c'est une façon de
de prévenir en fait. La grossesse. Hein? Si vous êtes, si vous êtes au courant ou si vous avez eu à être agressé, ça serait mieux de consulter tôt pour bénéficier de ces kits et voir si on peut prévenir ces grossesses et ne pas arriver à passer à l'avortement. D'accord. Vous avez oublié nos mères. Qu'est-ce que vous diriez aux mères qui vont nous suivre? Merci. À nos mamans, qu'on enlève ces limites-là, qu'on n'ait pas de limites quand on est avec nos filles. Ça serait mieux de leur parler de tout. Peu importe ce qui peut arriver après, mais qu'elles soient d'abord au courant de tout ce qui peut arriver au cas où les choses tournaient dans cet angle. Oui. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette intervention d'aujourd'hui, d'avoir accepté de nous accompagner dans le podcast d'aujourd'hui. Merci à notre audience. J'espère que cette séance aura été aussi bénéfique pour vous, que ça l'a été pour moi et enrichissante. Nous nous retrouverons dans notre prochain numéro. Et pour toute question ou préoccupation liée à l'avortement sécurisé, n'hésitez pas à appeler les numéros verts de Reprojustice Congo, qui est les 080 80 55 631. À très bientôt.